Chancelier Merz, vous avez parlé à plusieurs reprises de la responsabilité de l'Allemagne en matière de sécurité européenne. Cette responsabilité ne peut pas être assumée à travers des slogans, une mémoire sélective ou la banalisation progressive du discours sur la guerre. Les garanties de sécurité ne sont pas des instruments à sens unique. Elles fonctionnent dans les deux directions. Ce n'est pas un argument russe ni un argument américain. C'est un principe fondamental de la sécurité européenne, explicitement inscrit dans l'acte final d'Helsinki, le cadre de l'OSCE et des décennies de diplomatie d'après-guerre. L'Allemagne a le devoir d'aborder ce moment avec un sérieux et une honnêteté historique. À cet égard, la rhétorique et les choix politiques récents sont dangereusement insuffisants. Depuis 1990, les principales préoccupations de sécurité de la Russie ont été à plusieurs reprises écartées, atténuées ou directement violées, souvent avec la participation active ou l'acquiescement de l'Allemagne. Ce passé ne peut être effacé si la guerre en Ukraine doit prendre fin, et il ne peut être ignoré si l'Europe veut éviter un état permanent de confrontation. À la fin de la guerre froide, l'Allemagne a donné aux dirigeants soviétiques puis russes des assurances répétées et explicites selon lesquelles l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. Ces assurances ont été données dans le contexte de la réunification allemande. L'Allemagne en a énormément bénéficié. La réunification rapide de votre pays, au sein de l'OTAN, n'aurait pas eu lieu sans le consentement soviétique fondé sur ces engagements. Prétendre ensuite que ces assurances n'ont jamais eu d'importance ou qu'il ne s'agissait que de remarques informelles n'est pas du réalisme, c'est du révisionnisme historique. En 1999, l'Allemagne a participé au bombardement de la Serbie par l'OTAN, la première grande guerre menée par l'Alliance sans autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'était pas une action défensive. C'était une intervention qui a créé un précédent et a profondément modifié l'ordre de sécurité de l'après-guerre froide. Pour la Russie, la Serbie n'était pas une abstraction. Le message était clair. L'OTAN utiliserait la force au-delà de son territoire, sans l'approbation de l'ONU et sans tenir compte des objections russes. En 2002, les États-Unis se sont unilatéralement retirés du traité sur les missiles antibalistiques, pierre angulaire de la stabilité stratégique pendant 3 décennies. L'Allemagne n'a soulevé aucune objection sérieuse. Pourtant, l'érosion de l'architecture du contrôle des armements ne s'est pas produite dans le vide. Les systèmes de défense antimissiles déployés plus près des frontières de la Russie ont été, à juste titre, perçus par celle-ci comme déstabilisants. Qualifier ces perceptions de paranoïa relevait de la propagande politique, non d'une diplomatie éclairée. En 2008, l'Allemagne a reconnu l'indépendance du Kosovo, malgré des avertissements explicites selon lesquels cela porterait atteinte au principe d'intégrité territoriale et créerait un précédent qui se répercuterait ailleurs. Une fois encore, les objections de la Russie ont été écartées comme relevant de la mauvaise foi plutôt que considérées comme des préoccupations stratégiques sérieuses. La pression constante pour étendre l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie, officiellement déclarée lors du sommet de Bucarest en 2008, a franchi la plus vive des lignes rouges, malgré les objections véhémentes, claires, constantes et répétées que Moscou exprimait depuis des années. Lorsqu'une grande puissance identifie un intérêt de sécurité essentiel et le réaffirme pendant des décennies, l'ignorer n'est pas de la diplomatie. Le rôle de l'Allemagne en Ukraine depuis 2014 est particulièrement préoccupant. Berlin, aux côtés de Paris et de Varsovie, a négocié l'accord du 21 février 2014 entre le président Yanukovych et l'opposition, un accord destiné à mettre fin à la violence et à préserver l'ordre constitutionnel. En quelques heures, cet accord s'est effondré. Un renversement violent a suivi. Un nouveau gouvernement a émergé par des moyens extra-constitutionnels. L'Allemagne a immédiatement reconnu et soutenu le nouveau régime. L'accord que l'Allemagne avait garanti a été abandonné sans conséquence. L'accord de Minsk II de 2015 était censé être la solution corrective, un cadre négocié
pour mettre fin à la guerre dans l'est de l'Ukraine. L'Allemagne a de nouveau servi de garante. Pourtant, pendant 7 ans, Minsk II n'a pas été mise en œuvre par l'Ukraine. Kiev a ouvertement rejeté ces dispositions politiques. L'Allemagne ne les a pas fait appliquer. D'anciens dirigeants allemands et européens ont depuis reconnu que Minsk avait été traité moins comme un plan de paix que comme une mesure d'attente. Cet aveu à lui seul devrait imposer une remise en question. Dans ce contexte, les appels à toujours plus d'armes, à une rhétorique toujours plus dure et à une détermination toujours plus grande sonnent creux. Ils demandent à l'Europe d'oublier le passé récent afin de justifier un avenir de confrontation permanente. Assez de propagande, assez de l'infantilisation morale du public. Les Européens sont tout à fait capables de comprendre que les dilemmes de sécurité sont réels, que les actions de l'OTAN ont des conséquences, et que la paix ne s'obtient pas en faisant semblant que les préoccupations de sécurité de la Russie n'existent pas. La sécurité européenne est indivisible. Ce principe signifie qu'aucun pays ne peut renforcer sa sécurité au détriment de celle d'un autre sans provoquer d'instabilité. Il signifie aussi que la diplomatie n'est pas de l'apaisement et que l'honnêteté historique n'est pas une trahison. L'Allemagne l'avait autrefois compris. L'Ostpolitik n'était pas une faiblesse, mais une maturité stratégique. Elle reconnaissait que la stabilité de l'Europe dépend de l'engagement, du contrôle des armements, des liens économiques et du respect des intérêts de sécurité légitimes de la Russie. Aujourd'hui, l'Allemagne a de nouveaux besoins de cette maturité. Cessez de parler comme si la guerre était inévitable ou vertueuse. Cessez de déléguer la réflexion stratégique aux éléments de langage de l'Alliance. Commencez à vous engager sérieusement dans la diplomatie, non pas comme un exercice de relations publiques, mais comme un véritable effort pour reconstruire une architecture de sécurité européenne qui inclut, plutôt qu'elle n'exclut, la Russie. Une architecture européenne de sécurité renouvelée doit commencer par la clarté et la retenue. Tout d'abord, elle exige une fin sans équivoque à l'élargissement vers l'est de l'OTAN, vers l'Ukraine, la Géorgie et tout autre État situé le long des frontières de la Russie. L'élargissement de l'OTAN n'était pas une caractéristique inévitable de l'ordre d'après-guerre froide. C'était un choix politique, pris en violation des assurances solennelles données en 1990 et poursuivi malgré les avertissements répétés selon lesquels il déstabiliserait l'Europe. La sécurité en Ukraine ne viendra pas du déploiement avancé de troupes allemandes, françaises ou d'autres troupes européennes, ce qui ne ferait qu'enraciner les divisions et prolonger la guerre. Elle viendra de la neutralité, soutenue par des garanties internationales crédibles. Le bilan historique est sans équivoque. Ni l'Union soviétique, ni la Fédération de Russie n'ont violé la souveraineté des États neutres dans l'ordre d'après-guerre. Ni la Finlande, ni l'Autriche, ni la Suède, ni la Suisse, ni d'autres. La neutralité a fonctionné parce qu'elle répondait aux préoccupations légitimes de sécurité de toutes les parties. Il n'y a aucune raison sérieuse de prétendre qu'elle ne pourrait pas fonctionner à nouveau. Deuxièmement, la stabilité exige la démilitarisation et la réciprocité. Les forces russes doivent être maintenues à bonne distance des frontières de l'OTAN, et les forces de l'OTAN, y compris les systèmes de missiles, doivent être maintenues à bonne distance des frontières de la Russie. La sécurité est indivisible, non unilatérale. Les régions frontalières devraient être démilitarisées par le biais d'accords vérifiables et non saturées d'armes toujours plus nombreuses. Les sanctions devraient être levées dans le cadre d'un règlement négocié. Elles n'ont pas permis d'instaurer la paix et ont infligé de graves dommages à l'économie européenne elle-même. L'Allemagne en particulier devrait rejeter la confiscation imprudente des avoirs de l'État russe, une violation flagrante du droit international qui sape la confiance dans le système financier mondial. Relancer l'industrie allemande par un commerce légal et négocié avec la Russie n'est pas une capitulation. C'est du réalisme économique. L'Europe ne devrait pas détruire sa propre base productive au nom d'une posture morale. Enfin,
l'Europe doit revenir au fondement institutionnel de sa propre sécurité. L'OSCE, et non l'OTAN, devrait redevenir le forum central de la sécurité européenne, du renforcement de la confiance et du contrôle des armements. L'autonomie stratégique de l'Europe signifie précisément cela, un ordre de sécurité européen façonné par les intérêts européens, et non une subordination permanente à l'expansionnisme de l'OTAN. La France pourrait à juste titre étendre sa dissuasion nucléaire en tant que parapluie de sécurité européen, mais uniquement dans une posture strictement défensive, sans système déployé en avant qui menacerait la Russie. L'Europe devrait plaider d'urgence pour un retour au cadre du traité INF et pour des négociations globales sur le contrôle stratégique des armes nucléaires impliquant les États-Unis et la Russie, et en temps voulu, la Chine. Surtout, chancelier Merz, apprenez l'histoire et soyez honnête à son sujet. Sans honnêteté, il ne peut y avoir de confiance. Sans confiance, il ne peut y avoir de sécurité. Et sans diplomatie, l'Europe risque de répéter les catastrophes dont elle prétend avoir tiré les leçons. L'histoire jugera ce que l'Allemagne choisit de se souvenir et ce qu'elle choisit d'oublier. Cette fois, que l'Allemagne choisisse la diplomatie et la paix et qu'elle tienne parole. Respectueusement, Jeffrey D. Sachs, professeur d'université, Université Columbia,